Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Samuel Delage. Samuel, bonjour. Eh bien, bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui sur cette chronique. Alors, on est ici pour parler d'Arcane Médicis, donc sorti au mois de septembre aux éditions de Boré. Alors, pour te présenter brièvement, on peut dire que donc, tu es né à Angers. Voilà. Tu habites la région nantaise. Absolument. Voilà. C'est ton 5e roman en 10 ans. Voilà, c'est mon 5e. Ouais. Et donc Arcane Médicis, en fait, fait suite à toute une série de romans, dont les deux premiers, c'était Cabane Pyramidion aux éditions Albin Michel. On a eu Code Salamandre chez Belfond, et puis Belfond. Cabale Pyramidion, effectivement, aux éditions Albin Michel. Et donc, du coup, tu as des personnages récurrents qu'on peut retrouver dans ce roman. Et voilà, c'est des personnages fétiches un petit peu. Je me suis accroché à un duo, et puis que je fais vivre, et que les lecteurs ont plaisir, en tout cas, de retrouver de livre en livre. Il s'agit d'un expert en art, commissaire-priseur également, qui s'appelle Yvan Sauvage, et puis de sa complice, qui est Marion Evans, une doctorante en histoire de l'art. Donc l'un et l'autre, c'est un petit peu le chat et la souris. L'un et l'autre sont complémentaires. Autant Marion est fougueuse et aventureuse, et autant Yvan essaie de contrôler la situation de ce chat sauvage qui lui échappe. Et pourtant, voilà, ils ont une attirance l'un pour l'autre, à la fois intellectuelle dans leur passion, dans leur recherche, et aussi une intrigue amoureuse qui les attache l'un à l'autre, quoi. Alors dis-moi, comment on passe d'ingénieur en informatique au métier d'écrivain et de scénariste à temps plein? Alors l'activité, évidemment, elle est assez différente, et en même temps il y a des éléments qui me permettent aujourd'hui, peut-être dans mon travail de construction, en tout cas d'auteur, que ce soit dans le scénario ou même dans le roman, je pense que voilà, la formation d'ingénieur, et puis ce que j'ai pu réaliser dans les entreprises pendant de nombreuses années avant de me consacrer 100% à mon écriture, ont permis de construire les romans et puis de travailler un petit peu en amont, structurer les idées, les organiser. Voilà la complémentarité qu'on peut trouver. Après, effectivement, c'est quand même deux mondes que tout oppose, quoi. À la lecture du roman, ce qui m'a impressionné, c'est que dès le premier chapitre, on se retrouve dans un enchaînement de descriptions architecturales. Et donc, comme un petit peu si on faisait partie du personnage, comme si on avait un casque de réalité virtuelle, et voilà, qu'on se promenait dans la villa, qu'on foulait le jardin, qu'on se retrouvait dans un labyrinthe. Et donc, si on ne fait pas attention donc, à la petite bio qui se trouve sur la 4e de couverture, on peut se dire c'est pas possible. Soit il s'est beaucoup documenté sur le lieu, ou alors tu y as résidé. Et c'est le cas. Et en fait, voilà, la plupart de mes romans, j'aime m'attacher à un lieu. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de la Villa Médicis, et c'est pas n'importe quel endroit. C'est un des plus hauts lieux de la culture de l'histoire de l'art au monde, qui correspond à 100% à mes personnages. J'ai eu la chance d'être résident effectivement pour un court séjour à la Villa Médicis, ce qui m'a permis de documenter et d'alimenter bien entendu mon récit, de pouvoir y vivre et de vivre pleinement cet endroit pendant un moment qui m'a été accordé par le directeur de la villa à l'époque. Ça m'a permis de partager tout ça dans le livre, et j'avais vraiment envie, et à cœur en tout cas, que n'importe quel lecteur puisse profiter de cette expérience, même derrière les portes interdites au public, qu'il soit installé confortablement dans son salon, sur un canapé comme celui-ci par exemple, et qu'il puisse découvrir la villa, ou la ressentir et la percevoir en tant qu'à la fois un lieu unique, une sorte de personnage, une enveloppe pour mes héros récurrents. Et l'idée, c'était de ne pas laisser échapper les moindres détails, que ce soit les vols des perruches vertes en journée avec leurs cris tout à fait significatifs, qui est une véritable signature de la villa, que ce puisse être les vols des chauves-souris particulières dans les halogènes autour de la forêt de chêne-liège qui donne accès au belvédère. Il y a de multitudes de détails, à la fois sur la faune et la flore même de cette villa, et puis de la villa en elle-même, avec sa façade féminine plutôt sur les jardins et masculine sur la ville de Rome. Voilà, je voulais rien louper, je voulais absolument partager tout ça et le faire découvrir dans les détails. Ça veut dire qu'à la base, tu avais déjà le scénario du roman en allant là-bas. Alors, est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée à toi d'y être en tant que résident, ou c'était délibéré de ta part de vouloir vraiment... J'ai toujours souhaité pouvoir accéder à la Villa Médicis. Comme la plupart de mes romans, quand je parle de lieux ou d'endroits particuliers, j'ai très envie que 95% de ce qui figure dans le livre existe réellement.
Donc pour moi, il était indispensable que je puisse vivre cette ville-là et puis m'y rendre. Donc c'était une vraie volonté déjà de base. Après, le scénario et l'histoire en elle-même, j'ai toujours des éléments, des bribes, mes personnages et mes héros récurrents. Je me souviens d'avoir, quand j'ai pris l'avion pour aller à Rome, à la Villa Médicis, j'étais un peu dans la peau d'Ivan Sauvage. L'histoire commençait là. Donc c'est une sorte de job de journaliste d'investigation, d'aventurier à la Indiana Jones. L'histoire commençait déjà à se créer, j'avais déjà des bribes du récit, et en étant à la villa, eh bien, il y a tellement de choses qui se passent sur place que là, les choses se créent réellement. Les opportunités, les idées, comment est-ce que le crime va pouvoir se mettre en place, comment est-ce que les personnages vont vivre dans cette ville-là. J'ai côtoyé bien sûr plein d'artistes là-bas, pensionnaires, résidents, et puis bien entendu le personnel de la villa qui m'a raconté son histoire, des gens qui ont pu vivre à la villa depuis plus de 40 ans. Donc tout ça a alimenté mon récit, m'a donné de nouvelles idées, j'ai pu partager plein de choses qui n'étaient pas initialement prévues dans mon récit, mais le fait d'être là-bas, c'était de découvrir tout ça. Et cette fraîcheur permet d'apporter, je pense, dans le roman, énormément d'éléments. Alors dans ce roman, on a un huis clos. Alors là, je vais spoiler un petit peu, mais plusieurs meurtres. Voilà. C'est pas du spoil, c'est classique. Voilà, des résidents qui vont être des suspects potentiels. Un coupable qui n'est finalement pas celui qu'on pense. C'est finalement assez Agatha Christie, tout ça. Voilà, et ce côté Agatha Christie, ça m'a beaucoup plu. Je voulais véritablement m'amuser avec les protagonistes de mon histoire et puis les lecteurs. L'exercice du huis clos, il a ça de fabuleux, c'est que on est immergé dans cette histoire, c'est comme sur un bateau ou dans un train ou sur une île comme les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Le coupable, il est avec nous. Donc il nous tourne autour tout au long des pages qu'on est en train de lire ou d'écrire en tant qu'auteur. Et en permanence, il est là à côté de nous. Donc l'idée, c'était de rendre évidemment tout le monde suspect avec des véritables mobiles possibles. Et l'enquêteur, le rendre dingue, puisque son enquête n'arrive pas à progresser comme il le souhaite. Il va avoir besoin de gens dans des positions un petit peu particulières. Donc il va se faire aider des uns des autres, il va devoir être malin, tacticien. C'est une véritable partie d'échec et en même temps, c'est le bon moyen de découvrir la villa, d'avoir de l'adrénaline tout au long de l'histoire en tout cas. Alors le commissaire, parlons-en. J'espère qu'il n'y a pas que moi qui a été interpellé par la description que tu en fais. Italien, envahissant, pot de colle, toujours là où on ne l'attend pas. Qui fume des cigarillos, c'est pas sans rappeler un certain inspecteur. Alors il fume des cigarillos et puis là en plus je l'ai fait arrêter de fumer, il mâche ses gommes, etc. Donc il est déjà rien que dans le personnage en lui-même, il est dans la difficulté, il lutte contre ses tics et ses tocs entre guillemets et il va devoir mener l'enquête et là il mène l'enquête en serrant les dents tout le long de cette intrigue. Et voilà, effectivement, il y a évidemment des clins d'œil avec d'autres inspecteurs qu'on trouve dans... C'était le pur plaisir du jeu, quoi, donc de pouvoir divertir ceux qui ont eu l'opportunité de lire certains autres livres. Alors j'ai lu quelques critiques de blogueurs et de libraires sur il y en a eu un certain nombre. Voilà. Ouais. Donc je ne peux pas tous les citer, mais donc on a original, suspense qui monte crescendo, thriller dynamique et intense, beauté de l'écriture, la saveur d'un Cluedo. C'est vrai que rétrospectivement, il y a cette ambiance de Cluedo. Livre époustouflant, style soigné. Alors, quelles sont pour toi les clés du succès pour écrire? Alors, est-ce qu'on peut parler de polar ou de thriller? Alors, on est sur un... Disons que là, on n'est pas trop sur le thriller. Pour celui-ci, il y avait cette touche, cette question intéressante parce que dans chacun des livres, il va y avoir une sorte de composé. On va composer avec différentes petites touches. Il y a une petite touche polar parce que j'avais envie de dénoncer quelques petites choses sur l'Italie, sur son passé, l'histoire de la Villa Médicis, et bien sûr des Italiens eux-mêmes et de leur politique. Mais il y a cette touche policier, classique, plutôt traditionnelle, vraiment dans les règles de l'art, qui n'est pas forcément celle du thriller, mais plutôt du policier. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi, je pense, ce côté Agatha Christie un petit peu dedans. Il y a une petite touche d'aventure, parce que quand même on va expérimenter, explorer la villa de fond en comble. Mais tu fais citer un de tes personnages, tu fais citer Agatha Christie par un de tes personnages. Oui, absolument. Ah oui, c'était tellement... c'était un vrai plaisir. Quand j'étais plus jeune et puis que j'ai découvert Agatha Christie, c'est une ambiance, c'est une atmosphère. Et je voulais retrouver ça pendant que j'écrivais et ça sortait tellement qu'un de mes personnages à un moment a cité évidemment Agatha Christie.
Est-ce que toi, il y a des auteurs qui t'ont influencé, des auteurs classiques contemporains qui t'ont influencé, ou même des conseils d'auteurs dont tu as bénéficié pour écrire ce roman? Alors pour Arcane Médicis, comme pour la plupart des autres romans d'ailleurs, je suis tout le temps influencé par tout ce que je peux lire dans la presse, tous les romans bien sûr que je peux lire, les séries télé que je regarde, les films, les documentaires, les histoires de vie aussi des personnages. Tout a une influence. Et au moment où ça arrive, ça a une influence spécifique. Si j'avais pas lu certains livres pendant que j'écrivais Arcane Médicis ou certaines personnes que j'ai rencontrées, le livre n'aurait pas tout à fait les mêmes ressorts ou les mêmes ressentis. En tout cas, on ne pourrait pas avoir les mêmes émotions dedans. Effectivement, je suis très influencé par tout ça. Donc Agatha Christie, ça m'a beaucoup influencé. Boileau-Narcejac aussi, auteur fabuleux, des romans d'aventure, des romans aussi, le huis clos qu'avait fait Franck Tillier qui s'appelle Vertige, par rapport aux relations entre certains personnages et plein de genres différents en fait m'influencent même dans la littérature blanche. L'écriture en elle-même, c'est vrai qu'on parlait de l'écriture de ce roman-là. J'avais à cœur d'associer une écriture à ce roman qui corresponde à l'univers de mes personnages, expert en art, commissaire-priseur, dans la Villa Médicis, qui est elle-même un des plus hauts lieux de l'histoire de l'art au monde. Donc il fallait que l'écriture, elle ne soit pas une écriture trop sèche, trop dure, avec des phrases trop courtes. Il fallait qu'il y ait un petit peu d'amplitude dedans, un petit peu de volume, quelque chose qui corresponde en fait à l'univers. Donc je pense que voilà, c'était un tout qui s'associe et c'est nourri de tonnes d'influences, les visites de musées. J'avais à cœur d'offrir dans l'écriture et dans l'histoire une sorte de visite aussi de cet endroit-là. Donc ça ne pouvait pas être une visite éclair, il fallait forcément qu'on prenne le temps sur certains aspects, certains lieux, qu'on y revienne et qu'on le voit différemment de jour, de nuit, avec telle ou telle ambiance, avec un crime ou avec une promenade simple, une réflexion des personnages. Voilà, c'est une véritable aventure de cette façon-là que j'ai construit en tout cas. Alors par contre au niveau vocabulaire, chapeau, parce que moi je me suis fait toute une liste de mots dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai pas sorti le dictionnaire au fur et à mesure parce que du coup ça m'obligeait à perdre de fil de ce que je lisais. Mais alors quelle richesse au niveau du vocabulaire lié à l'art en tout cas. J'ai fait en sorte d'apporter, ça c'était un vrai plaisir en tout cas de jouer avec les mots, d'apporter quelques touches de vocabulaire ici et là qui correspondent vraiment à l'histoire et puis à ces personnages et puis aussi au lieu. Et en même temps j'avais envie de faire en sorte que chaque mot de vocabulaire qui pouvait être un petit peu plus recherché entre guillemets ou en tout cas moins fréquent dans certains livres puisse être lu à la rigueur sans même chercher la définition, on le comprend par le sens et le contexte. Et ça c'était important. Je me dis voilà, un lecteur qui va lire, qui ne va pas forcément avoir besoin de prendre le dictionnaire, aura compris de toute façon le message et le sens et il aura eu la satisfaction de voir un mot peut-être tiens quelque chose d'original et qui fera une résonance aussi peut-être avec d'autres lectures plus tard, mais voilà, c'était un plaisir en tout cas d'auteur, j'espère que ça a été bien reçu par les lecteurs. Après voilà, c'était un plaisir personnel là-dessus. Ouais. Alors on va parler de ton actualité, de tes projets, parce que je pense que voilà, pour toi, je pense qu'il se passe des choses formidables. Voilà, ben c'est merveilleux tous les jours. Voilà, alors tu tiens une chronique, pour les petits mots des libraires sur France 3. Voilà. Tu es le fondateur de ce site, les petits mots des libraires. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est l'enjeu de ce site? Ça c'était un projet très important pour moi qui a maintenant quelques années, un peu plus de 3 ans. J'avais à cœur de mettre en avant les libraires et de partager en fait leurs coups de cœur, leurs conseils et leur capacité à nous faire découvrir des livres. Je suis le premier à être émerveillé par ce que les libraires nous proposent. Donc leurs conseils, il faut les mettre en avant. Aujourd'hui, les grandes enseignes en ligne américaines, pour ne pas les citer, leur font un petit peu de tort. Donc l'idée c'était aussi de remettre en avant cette petite particularité culturelle française. On a la chance d'avoir des libraires, protégeons-les. Le moyen le plus simple c'est d'aller les voir de temps en temps et d'acheter des livres chez eux quand même. Et donc les petits mots des libraires, eh bien, on les met en avant à travers leurs petits mots qu'ils mettent sur les couvertures. Et l'idée c'est la qualité de leurs conseils, c'est un moyen matériel qu'ils ont pour, on va dire, donner un petit clin d'œil à un livre. Donc quand je vois un petit mot sur un livre, ben forcément mon regard est attiré par cette écriture du libraire avec ses émotions, ses mots, son envie, sa passion, et de me dire tiens, pourquoi ce livre-là a attiré son attention? C'est un professionnel qui va lire des quantités de livres.
Et là, ils sont capables de sortir des pépites. Des livres qui ne sont pas en tête de gondole habituellement, ils vont sortir des livres qui n'ont quasiment aucune chance et qui pourtant méritent, et je suis le premier à découvrir, j'aurais jamais mis la main sur certains livres sans les libraires, ça c'est sûr. Alors le grand projet, c'est l'adaptation donc à la télévision de Arcane Médicis. Donc tu seras le co-scénariste. Ça c'est une très très belle aventure. Pour un auteur, quelque part, moi en tout cas, quand j'écris un livre, je le vis vraiment. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, quand je prenais l'avion pour aller à la Villa Médicis à Rome, j'étais un peu dans la peau de mon personnage principal, c'est un côté grisant, de me dire je vais avoir la chance, et en plus quand j'écris, tout est vraiment télévisuel, c'est-à-dire que dans ma tête j'ai toutes les images, etc. C'est pour ça que j'aime aussi aller sur les lieux, comme faire du repérage ou des équipes de tournage, me trouver vraiment sur les lieux où vont se passer mes histoires, et là d'avoir la chance de pouvoir le faire pour l'écrire une deuxième fois, l'adapter, puisqu'il y aura forcément des modifications assez importantes aussi, parce que transposer de l'écrit à l'audiovisuel, il y a forcément des évolutions, des changements, mais de le faire, ça c'est génial. Donc c'est une chance pour moi de réécrire cette histoire que j'ai appréciée, que j'ai adorée, et de pouvoir le mettre à l'image, et d'être co-scénariste, j'ai vraiment les mains dessus, sur le texte et sur l'écriture. Donc tout à l'heure encore, j'étais en échange avec mon co-scénariste. C'est fabuleux, c'est quelqu'un que j'adore, on partage plein de sensibilités. Donc je sais que ça va être formidable, un jeu génial à faire, quoi. Alors ce projet, il peut se concrétiser, quand exactement? Alors, comme c'est pour la télévision, c'est quelque chose qui peut se concrétiser beaucoup plus vite que pour le cinéma. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et si tout va bien, en 2019, il devrait y avoir de belles choses, peut-être à l'écran, on verra. Donc tu seras le nouveau Joël Dicker. C'est tout ce que je me souhaite, vraiment. Ce serait formidable, d'autant que j'ai adoré ces livres, et notamment La vérité sur l'affaire Kébert, et l'adaptation qui en est faite, qui est absolument brillante. D'accord. Je te remercie d'avoir joué le jeu de cette interview. Et puis, comme c'est bientôt Noël, on va faire gagner un exemplaire de. C'est une très bonne idée. Que tu dédicaceras, si tu veux bien. Avec grand plaisir. De façon impersonnelle, comme ça sera l'occasion pour la personne qui le gagnera de l'offrir, soit un de ses proches ou de le garder pour lui. Alors, la question à laquelle vous allez devoir répondre pour gagner un exemplaire d'Arcane Médicis, c'est sur quelle chaîne télé Samuel Delage fait sa chronique pour les petits mots des libraires. Je vous propose de déposer votre réponse en commentaire quand la vidéo de l'interview sera mise en ligne sur la page Facebook des Chroniques de Morissette. Voilà, donc vous avez jusqu'au 20 décembre pour y répondre. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant du grand gagnant. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.